que vous avez découvert. Bonsoir et merci à tous de nous rejoindre dans ce rendez-vous sur ivoiretv.net, l'émission que nous avons ce soir, ce plateau qui se déroule donc avec deux personnes ressources, deux invités. En l'occurrence, le docteur Bani David, président du Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire, et monsieur Kokora Inzi, porte-parole de la délégation RHDP aux États-Unis. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, ce qui nous réunit ce soir, c'est naturellement le décryptage de la rencontre de ce mardi 27 juillet au palais présidentiel d'Abidjan entre Alassane Ouattara et son rival de la crise post-électorale 2010-2011, Laurent Gbagbo. Les deux hommes se sont rencontrés hier après près de 10 ans sans s'être vus. L'occasion donc a été saluée par les observateurs de la vie politique ivoirienne. Ce rendez-vous comme étant historique pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors tout de suite, on va tabler sur la lecture que chacun d'entre vous fait de cette rencontre. On va commencer avec vous, Kokora Inzi. En tant que membre du RHDP, quelle lecture faites-vous de la rencontre qui s'est tenue hier? Merci à vous. Avant tout propos, permettez que je salue donc la direction Ivoire TV pour cette opportunité qu'elle donne donc aux Ivoiriens de pouvoir s'exprimer sur l'actualité politique dans leur pays et aussi dire un bonsoir au frère Bani pour cette occasion. Je crois que c'est la première fois que nous nous rencontrons. J'espère qu'on aura un débat donc empreint de courtoisie et donc enrichissant pour les uns et pour les autres. Alors, cela dit, effectivement, hier, le président Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo se sont rencontrés. Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est plus donc une rencontre historique. Cela fait plus de 10 ans que les deux hommes ne se sont pas donc rencontrés. Vous savez tout ce qui a pu donc opposer ces deux personnalités lors des élections donc de 2010, qui a entraîné une crise donc post-électorale, qui a occasionné 3000 morts. Et à la suite de cela, des procès donc ont été engagés, puisque Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour pénale internationale, qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a jugé bon donc de rencontrer son frère, le président Alassane Ouattara. Je crois que tout le monde a vu cette rencontre qui était empreinte donc de convivialité, de cordialité, de fraternité. Je dois dire que c'est un grand pas dans le renforcement du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire et de la cohésion sociale. Quand on sait que ces deux grands leaders, à eux seuls, mobilisent, je dirais, plus de 70 à 80% donc, de la population ivoirienne. Donc, cette rencontre fait tomber toutes les crispations donc, qui étaient dans le pays. Vraiment, en tant qu'Ivoiriens, nous nous réjouissons, pas seulement en tant que militants du RHDP, mais en tant qu'Ivoiriens, nous avons besoin de la paix. Et donc, cette rencontre va renforcer déjà le processus en cours. Depuis 2011, vous savez très bien que la réconciliation qui a été enclenchée à la sortie de la crise post-électorale a eu des acquis. Et cette rencontre va donc permettre de renforcer nos acquis au niveau de la réconciliation nationale et nous permettre donc d'avoir une cohésion sociale qui soit beaucoup plus solide, qui nous permet donc de développer le pays parce que sans la paix, je ne pense pas qu'on puisse développer un pays. Donc, c'est une rencontre historique et comme le président Alassane Ouattara et l'ex-président, le président Laurent Gbagbo donc l'ont dit, c'est un début, c'est un premier pas, mais d'autres rencontres donc sont en vue pour essayer de consolider donc véritablement ces relations donc fraternelles qui auront donc un impact important sur l'avenir du pays et sur le climat sociopolitique. En tout cas, félicitations aux deux leaders d'avoir enterré la hache de guerre, d'avoir fumé le calmier de la paix. Et je pense que tous les Ivoiriens devraient leur emboîter le pas et dans ce processus donc de réconciliation véritable pour que nous puissions avoir un pays donc apaisé, un climat politique apaisé dans lequel ce sont les débats d'idées donc qui ont pignon sur rue et non
les muscles, donc comme nous l'avons vu par le passé. En tout cas, c'est une nouvelle ère que couvre la Côte d'Ivoire. Nous espérons que les Espagnols vont pouvoir s'engouffrer dans cette voie tracée par les deux leaders, donc que sont M. Ouattara et M. Gbagbo. Très bien. Alors, avant de passer la parole au docteur Bani, je tiens à préciser que vous deux vivez aux États-Unis d'Amérique, d'où vous intervenez donc ce soir pour contribuer à la compréhension du débat politique en Côte d'Ivoire. Docteur Bani, en tant que chef de parti politique, donc leader d'opinion, quel a été votre sentiment lorsque ce mardi 27 juillet, vous avez suivi les deux hommes se rencontrer avec, dans une atmosphère empreinte de fraternité, de convivialité? Merci encore de me recevoir et je voudrais saluer cette initiative pour parler de la situation politique de notre pays avec la rencontre du président Gbagbo et le président Ouattara. Il faut dire que depuis très longtemps, depuis même avant la campagne présidentielle, durant la campagne présidentielle, je n'ai cessé de parler de réconciliation nationale. Et je l'ai dit, je l'ai écrit que celui qui sera assis au palais, il faut qu'il entame la réconciliation pour réussir son mandat. Et quand le président Gbagbo est arrivé à Abidjan le 17 juillet dernier, si j'ai bonne mémoire, j'ai aussi déclaré qu'il est très important de comprendre une chose. Quel que soit ce que pensent les partisans d'un côté ou de l'autre, le président Gbagbo a besoin du président Ouattara. Le président Ouattara a besoin du président. Donc les deux sont condamnés à faire la paix. Une fois ces deux seront réconciliés, les Ivoiriens seront réconciliés. Ça, c'est un. De deux, il faut dire que, bon, d'abord, à commencer par le décor. Moi, je n'ai pas aimé ce décor de camaraderie parce que c'est une hypocrisie. Et puis c'est quand même, il s'agit d'une rencontre au sommet. Donc, pour ce faire, bon. Mais l'essentiel a déjà débuté. Parce que, comme l'a dit le camarade M. Kokora, que je salue au passage, comme il a dit, effectivement, c'est la première fois qu'on se rencontre sur un plateau. Comme il a dit, c'est un départ. Parce que pour parler des choses sérieuses, il faut d'abord se rencontrer. Et même si on donne le crédit au président Gbagbo, il faut dire que c'est le cardinal Koutouan qui a initié cette rencontre-là. Il faut le féliciter pour ça. Donc, on aura l'occasion d'entrer dans les détails. Mais déjà, il faut saluer l'initiative. Et je pense que tous les partis politiques, tous les mouvements politiques, tous les Ivoiriens doivent aider à réaliser la vraie réconciliation entre Ouattara et puis le président Gbagbo. Très bien. Alors, on revient à vous, Kokora Izi. Depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire est supposée avoir entamé un processus de réconciliation nationale, donc dès l'arrivée au pouvoir de votre champion Alassane Ouattara, suite à la crise que nous avons connue donc après l'élection de novembre 2010. Alors jusqu'à présent, la réconciliation, beaucoup la jugent, je dirais mi-résien en termes de bilan. En termes de bilan, 10 ans après les hostilités, il y a encore de nombreux prisonniers politiques et militaires qui croupissent dans les geôles. Certains restent sans jugement. Il y a encore des opposants en exil. La situation ne semble pas très reluisante. Alors, à votre niveau, quel bilan tirez-vous objectivement des actions menées justement par le régime en place pour favoriser la réconciliation en Côte d'Ivoire? Merci. Écoutez, c'est pas vrai de dire que le processus de réconciliation nationale est donc à demi-teinte. C'est pas vrai. Je voudrais aussi rappeler aux frères Bani que c'est pas maintenant qu'on entame le processus de réconciliation nationale. Ce processus a été enclenché dès l'arrestation de M. Laurent Gbagbo le 11 avril. Le président Ouattara a fait un discours donc pour appeler les Ivoiriens à la réconciliation et aller à la paix. Et dans ce même processus, il a mis en place donc une commission de dialogue vérité, donc qui a rendu ses conclusions
après ses travaux, ce rôle a été confié donc à la CONARIV, donc qui a continué le processus jusqu'à l'indemnisation donc des victimes. Donc dire que le processus est à demi-teinte, c'est pas vrai. Nous avons des acquis importants. Vous vous souviendrez que à la suite de la crise, il y a près de 300 000 Ivoiriens donc, qui étaient allés en exil dans les pays voisins au Ghana, Libéria, Togo. Et aujourd'hui, il y a plus de 98% de ces Ivoiriens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, dont les plus célèbres sont donc les ministres qui ont travaillé avec le président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo lui-même vient de rentrer en Côte d'Ivoire. Et tout ça relève donc du processus de coopération nationale. Donc son retour a été facilité par le pouvoir. Et donc, il a mis tout en œuvre que M. Laurent Gbagbo arrive. Vous vous souviendrez que tous ses droits en tant qu'ancien chef d'État lui ont été rétrocédés. Et donc, la réconciliation nationale ne commence pas maintenant. Et donc, le bilan n'est pas, je vais dire, à demi-teinte. C'est un bilan largement positif. Seulement, il faut continuer dans ce processus. Il ne faut pas relâcher. Il faut renforcer les acquis donc, de notre processus de réconciliation nationale. Et dans le même élan, vous vous souviendrez que le président Alassane Ouattara a pris une loi d'amnistie en 2018 pour libérer plus de 800 prisonniers, donc suite à la crise post-électorale, dont la plus célèbre, c'est Mme Gbagbo, qui avait été condamnée à 20 ans. Et la CPI même la réclamait, mais le président Ouattara a dit que je n'enverrai plus jamais un Ivoirien à la CPI et que nous allons régler nos problèmes en interne. Mais tout ça participe donc de la réussite de la réconciliation nationale. Et je vous prends un exemple factuel au plan international. Vous savez que la Côte d'Ivoire a présidé donc le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2019 pendant 2 ans. Mais savez-vous pourquoi, quels sont les critères, le critère le plus important qui a milité en la faveur donc de la Côte d'Ivoire? C'était que la Côte d'Ivoire a réussi donc sa sortie de crise, son processus de réconciliation nationale, selon les experts, a été atteint à plus de 90% de réussite. Et donc, la Côte d'Ivoire a été choisie au niveau du Conseil de sécurité qu'elle puisse partager avec les autres pays dans son expérience donc de sortie de crise réussie et de réconciliation réussie. Donc, la réconciliation est une œuvre de longue haleine. Pour terminer, pour ne pas être long, vous vous souviendrez qu'au Rwanda, c'est depuis 1994 qu'il y a eu la crise. Après ça, ils ont entamé un processus de réconciliation nationale, mais jusqu'à présent, le processus continue. Et d'aucuns même disent que les cœurs sont encore blessés et que si Paul Kagame n'est plus au pouvoir, il se pourrait qu'il y ait donc des situations donc intenables. Donc c'est pour vous dire que c'est un processus qui est long. Seulement, il ne faut pas relâcher. Il faut poser toujours des pas. Et le pas qui a été posé par les 2 leaders hier participe donc des grands pas pour vraiment avoir une réconciliation totalement finie et réussie. Très bien. Très bien. Alors, docteur Bani, on parlait tout à l'heure donc du bilan de la réconciliation. Kokora Nzi, en tant que membre du RHDP, vient de nous donner donc sa lecture du bilan du président Alassane Ouattara. À votre niveau, quel bilan pouvez-vous faire en tant que chef de parti politique ivoirien, donc un observateur averti et assidu du processus en cours? C'est une très bonne question. Et je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'il a dit pour rectifier quelque chose. Je lis le processus de réconciliation. Et je n'ai pas de problème avec ça. Je parlais simplement du décor de leur rencontre. J'ai parlé du décor de la rencontre, et ce décor de camaraderie, quand on sait que beaucoup d'Ivoiriens sont morts et qui s'attendent à mieux que ça. Ce décor de camaraderie, parce que comme je l'ai souligné, il s'agit d'une rencontre au sommet. Donc, c'est de ça que je parlais et je pense que je ne suis pas le seul à faire les remarques et je suppose qu'ils ont les 2 présidents des conseils techniques, ils en reviendront. Mais je parlais uniquement du décor de la rencontre, ce décor de camaraderie-là. Moi, ça. Et moi, et puis, je pense que certains Ivoiriens n'ont pas apprécié ça. Même pour le processus, nous sommes d'accord, il faut commencer quelque part. Et pour revenir au bilan, bon, on est très loin. Un bilan est très loin d'un bilan positif. Et le chiffre que M. Kokora a cité, 800 prisonniers ont été libérés, ça a été critiqué, ce n'est pas vérifié. Ce chiffre de 800 personnes qui ont été libérées, ça n'a jamais été vérifié. Quand le Mme Gbagbo a été libéré, nous avons salué cela et nous avons souhaité qu'il y ait davantage de libération.
Mais d'opposants, beaucoup de prisonniers politiques croupissent encore dans les ordres de la MACA après plus de 10 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Et nous savons aussi que peut-être ça dépasse les compétences du chef de l'État lui-même. Peut-être vers la fin de l'émission, j'aurai l'occasion de m'adresser à lui directement. Mais analysons le discours du président Gbagbo, qui n'a pas été long, mais quand il dit que le président Ouattara, en tant que chef d'État, il sait ce qu'il va faire. Donc, quand tu comprends cela, tu n'en veux pas au président Ouattara. Certainement que ça dépasse sa compétence. Il doit consulter des gens pour libérer les prisonniers politiques ivoiriens. Voyez-vous? Donc, si on parle de bilan, le bilan il n'y a pas de bilan pour moi. Parce que beaucoup de prisonniers politiques sont encore en prison. Il y a un qui vient de mourir il n'y a pas longtemps et beaucoup sont morts chaque année. Donc, mais on invite le président Ouattara, comme le président Gbagbo l'a dit, à faire ce qu'il doit faire pour libérer les prisonniers politiques. Parce que c'est le début de la réconciliation. Et je félicite aussi le président Gbagbo qui a pris le courage, qui a été humble pour aller rencontrer le président Ouattara pour qu'on parle des prisonniers politiques, pour qu'on parle des problèmes de la Côte d'Ivoire. Et je profite aussi pour saluer tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour permettre cela. Et j'ai cité tout à l'heure le cardinal Coutoua. Parce qu'il faut donner le crédit, c'est lui qui a commencé cela. Donc, le bilan, il est ce qu'il est, bon. Mais nous allons continuer à nous battre pour que tous les prisonniers politiques soient libérés. À partir de là, bon, on parle. Venons-en justement à l'analyse des revendications de Laurent Gbagbo. Hier, là je m'adresse à vous, Nkokora Nzi, hier devant les Ivoiriens, l'ex-président ivoirien a demandé clairement, il a posé des revendications, notamment allant dans le sens, on l'évoquait tout à l'heure, de la libération des prisonniers politiques. On le disait, il y en a encore qui croupissent à la MACA. Et je pense que le docteur Bani a relevé un détail très important. Il y a de cela quelques jours, l'un d'entre eux est d'ailleurs décédé sans avoir été jugé dans les geôles de la prison civile d'Abidjan, dans des conditions atroces, enfin au CHU, dans un centre hospitalier alors qu'il était enchaîné. Je veux dire qu'il y a encore beaucoup de détails comme cela. Le président Gbagbo demande au président Ouattara de prendre les mesures qu'il faut pour libérer ces prisonniers. Et je pense que, outre cette revendication qu'il pose, il y a également lui-même sa propre situation, notamment celle de la condamnation à 20 ans de prison qui pèse sur lui. Alors, d'abord, comment est-ce que vous analysez les revendications de Laurent Gbagbo auprès de son successeur au palais présidentiel? Et ensuite, que pensez-vous que M. Ouattara peut faire dans le sens peut-être de la prise d'une décision d'amnistie envers son prédécesseur? D'abord, ce que je dois dire, il faut qu'on arrive à faire la différence entre qui est prisonnier politique et qui ne l'est pas. Il ne faut pas confondre tous ceux qui ont commis des délits de droit commun comme des prisonniers politiques. Et en Côte d'Ivoire, on fait cette confusion malheureusement. Tous ceux qui ont peut-être pris position pour un camp ou pour un autre, lorsqu'ils sont inquiétés, on se couvre donc du parapluie atomique de la politique. Et c'est ça qui n'est pas bien. Et je suis un peu choqué d'entendre le frère Bani dire que le chiffre de 800 prisonniers n'a pas été vérifié. Mais j'aurais souhaité qu'en tant que membre ou bien président d'un parti politique, nous dise quel est le chiffre qu'il détient pour qu'on puisse faire un débat, je veux dire, pour éclairer les uns les autres. Mais dire que ça n'a pas été vérifié, pourquoi vous ne l'avez pas vérifié et quel est votre chiffre? Donc, en tout cas, en ce qui nous concerne, l'État de Côte d'Ivoire a fait libérer donc pas une loi d'amnistie, et une loi, c'est pas de la plaisanterie, c'est quand même quelque chose de sérieux. Et donc, les 800 prisonniers, nous affirmons qu'ils ont été libérés. Et à ce niveau, si je voudrais revenir sur une chose qu'il a mentionné, la camaraderie. Vous savez, vous faites tomber les barrières. Et le symbole que les deux personnalités ont présenté hier est beaucoup plus important que les discours. Il faut montrer aux Ivoiriens, parce qu'aujourd'hui, dans la conscience populaire des Ivoiriens, ce sont des leaders qui sont éloignés les uns des autres, qui ne se parlent pratiquement pas, et dont l'animosité entre eux est tellement tenace
que cela a un impact sur nos relations, donc les uns avec les autres. Et donc ce symbole fait tomber toutes les barrières. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Il faut sortir du formalisme. L'Africain aime ce qui est folklore. Et c'est ce qui n'est pas bon, c'est ce qui plombe l'Afrique. Il faut arriver à détendre véritablement les relations et pour que cela ait un impact donc, sur l'ensemble donc, des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, hier, quelqu'un qui était vraiment crispé, qui avait une autre vision de M. Ouattara et de M. Gbagbo, et qui était un gore indécrottable ou bien un supporter du RHDP qui ne veut même pas entendre parler de Gbagbo. Mais lorsqu'il voit son leader donc, plaisanter ou aller à la fraternité avec l'autre, mais il se dit, tiens, mais pourquoi nous nous battons alors que les deux que nous supportons, qui sont pratiquement nos idoles, pour ne pas dire nos dieux, entre guillemets, voilà les relations qu'ils ont. Mais celui qui est assis à Bogo ou bien à Broma côté, quelque part, mais lui aussi il a le cœur apaisé. C'est ce qu'il faut retenir. Sinon, les discours, on peut les tenir de façon formelle, les gros mots, mais il faut des gestes forts. Et les gestes que les deux personnalités ont posés hier est un geste éminemment important et qui va avoir un impact sérieux sur nos relations les uns envers les autres. Ce qu'il faut dire, vous dites qu'il y a un prisonnier politique qui serait décédé. Bon, il faut qu'on nous donne le nom. Et puis, est-ce qu'effectivement, c'est un prisonnier politique ou bien c'est un membre d'un parti politique de l'opposition, donc ce qui s'est vu être pris dans des actions, donc, comme je dirais, des délits de quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et que, bon, moi, je ne vais pas nier ce que vous dites. Je ne nie pas ce que vous dites. Je ne balaie pas votre information, mais il faut faire attention aux informations qui circulent. Il faut aller donc à leur vérification. Comme le frère Bani l'a dit, malheureusement, nous avons une opposition qui dit des choses qui ne va pas en profondeur donc, de leurs informations et qui ne nous situe pas. Parce que dire qu'un prisonnier politique serait décédé, quel était son rôle donc, dans son parti politique, de quel parti politique il appartient, quel est son nom, quel est le rôle qu'il a joué, pourquoi il a été en prison. Toutes ces informations, nous ne les avons pas. Donc, et les évoquer ici et là, pour moi, pour ne pas être irrespectueux, et relève donc de la... Très bien. Très bien. On va permettre justement on va donc évoluer dans le débat. Malheureusement, vous n'avez pas vraiment répondu à la question qui était justement de tabler sur l'analyse des revendications de Laurent Gbagbo. Bon, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion. Enfin, le temps nous était parti. On va donc passer la parole au docteur Bani. Ok, peut-être qu'on va faire un rallongement lors de votre prochaine prise de parole. Alors justement, parlons des perspectives, docteur Bani, des perspectives de décision que pourrait prendre le chef de l'État pour contribuer à améliorer la décrispation dans le climat politique ivoirien. Les revendications sont posées, on sait tous, là on ne parle que des partisans de Laurent Gbagbo, mais au-delà des pro-Gbagbo, il y a également les pro-Soro qui attendent que leur leader rentre en Côte d'Ivoire parce qu'ils estiment que le procès pour tentative de déstabilisation qui leur a été fait, c'est passé sur, que les verdicts ont été prononcés sur des bases iniques, non fondées. Enfin, évidemment que la procédure, selon certains experts, a été biaisée dès le départ. Alors, il y a beaucoup d'attentes de part et d'autre. Il y a encore des cadres du PDC-RDA, dont le directeur de cabinet d'Henri Konan Bédié qui croupit toujours en prison. Il y a encore beaucoup de choses qui sont à revoir. Quelles sont, selon vous, après la rencontre d'hier, les mesures que l'Alassane Ouattara pourrait prendre à la faveur, pourquoi pas, de la fête de son discours pour la fête de l'indépendance en vue d'améliorer la décrispation dans le climat politique national? Merci. Écoutez, moi je suis un juriste, je suis un avocat, je ne peux pas venir sur un plateau et puis avancer des paroles en l'air. Nous n'allons pas nous asseoir là pour nier ce que tout le monde sait en Côte d'Ivoire, qu'il y a des prisonniers politiques qui meurent en prison, qu'il y a des prisonniers politiques qui sont enchaînés, qu'il y a des gens, on coupe leur tête en plein genou, on joue ballon avec. Je ne suis pas là pour remuer la plaie, le couteau dans la plaie, mais si nous voulons aller à la réconciliation, ayons le courage de dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'on manque de respect à quelqu'un qu'on dit la vérité. Parce que dire la vérité, c'est le droit. Dire la vérité, c'est choisir la voie de Dieu. Cela dit, si mes sources sont correctes, le président Gbagbo
a posé ses conditions avant cette rencontre. Et cette rencontre ne s'est pas passée de façon fortuite. Le président Gbagbo, quand il a été convoqué, il a été invité pour rencontrer le cardinal Koutoua, qui lui a demandé d'accepter de rencontrer le président Ouattara. Il a posé des conditions, qui sont quoi? Que les présidents politiques soient libérés, que tous les prisonniers politiques soient libérés, que les exilés rentrent, que tous les exilés rentrent avec la sécurité, la protection garantie. Cela comprend aussi M. Blé Goudé et M. Soro. Quand cela sera fait, là maintenant, ils vont s'asseoir pour parler des autres problèmes de la Côte d'Ivoire. Voilà les conditions que le président Gbagbo a posées de façon officieuse, si nos sources sont correctes. Et nous savons que la France a bondi sur l'occasion quand le cardinal Koutoua a arrangé la rencontre. Donc, il a posé ses conditions, c'est ce qu'il a dit. Quand il dit que j'ai insisté pour les prisonniers politiques. Le président Ouattara va certainement contacter la France parce que, soyons réalistes, pourquoi pendant plus de 10 ans, les prisonniers politiques ne sont pas libérés? Il y a des caméras. Bon, peut-être que certaines presse ou bien certaines personnes exagèrent que tout le monde n'est pas prisonnier politique, on est d'accord. Mais nous sommes d'accord sur un fait, il y a des prisonniers politiques qui croupissent en prison. Pourquoi après plus de 10 ans, ils ne sont pas libérés? Peut-être que ça dépasse les compétences du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui aurait peut-être besoin de contacter la France pour libérer les prisonniers politiques. Donc, le président Gbagbo a été clair. Si les prisonniers politiques sont libérés, je viendrai m'asseoir sur la table de négociation avec vous. S'ils ne sont pas libérés, je vais descendre dans la rue. Et si le président Gbagbo dit qu'il va descendre dans la rue, ça va inquiéter des gens. Donc, je suis convaincu que d'ici le 7 août, quelque chose sera fait pour la libération des prisonniers politiques. Maintenant, ce que le président Ouattara peut faire, il s'est déjà entretenu avec le président Gbagbo, il sait ce que le président Gbagbo veut. La libération des prisonniers politiques, permettre aux exilés de rentrer en sécurité. Il n'a pas fait de commentaires sur le champ. Nous savons pourquoi. Très rapidement. Hein. Oui, comme je l'ai dit, nous savons que cela va se passer très bientôt. Donc, voilà. Oh, ok. Ok. Donc, c'est pour dire que le processus est engagé. Je ne pense pas que la France va s'opposer désormais à la libération des prisonniers politiques. Parce qu'il faut appeler les choses par les noms. Le problème que nous avons, pourquoi les prisonniers politiques ne sont pas libérés, ça dépasse les compétences de M. Ouattara, qui va constituer la France avant de le faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, vous aurez compris donc, Dr Bani, Kokora Izi. Nous en sommes à présent donc à l'avenir de la réconciliation Côte d'Ivoire. On évoquait tout à l'heure une litanie de difficultés, de problèmes, mais également des gestes qui ont été faits dans le sens de l'avancée du processus donc, de réconciliation nationale. Même si, faut le rappeler au passage, ce mardi 27 juillet, donc hier, le docteur Boga Sako Gervais, président de la FIDOP, rentré le 9 juillet dernier de son exil de 10 années, a été placé sous contrôle judiciaire pour ses propos tenus sous le 3e mandat et le CNT selon son collège d'avocats. Alors, quel est selon vous, de façon réaliste, en tant que membre du parti au pouvoir, à partir bien sûr des efforts qui ont déjà été faits selon vous par le président Alassane Ouattara, l'avenir de la réconciliation dans notre pays? Écoutez, d'abord, il faut que nos amis de l'opposition, à un moment donné, ou bien certains Ivoiriens, nous définissent ce que c'est que la réconciliation. Quel est le point de départ de la réconciliation? Parce que la réconciliation est déclenchée après un conflit. Et donc, à ma connaissance, le conflit a été à la suite de la crise de 2010. Vous comprenez? Et donc, tous les Côte d'Ivoire ne peuvent pas être pris en compte dans le processus de réconciliation nationale. Et je suis un peu surpris donc, des propos de M. Padi, qui affirme qu'il y a des prisonniers politiques et que des gens sont enchaînés. Mais en tant que, comme je l'ai dit,
mais qui nous donne des noms de prisonniers politiques qui croupissent en Côte d'Ivoire depuis, qui croupissent en prison depuis 2010, 2011. Mais on ne peut pas, je suis d'accord avec lui, s'il me dit que oui, telle personnalité ou militant donc, est encore en prison suite à la crise post-électorale. À partir du moment où il y a un débat sur eux, mais quand il dit tout le monde sait, mais ça ne veut rien dire. Pour un homme de droit, pour un juriste, mais les faits sont les faits, il faut être factuel. Sinon, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Comment on vérifie ce que vous dites? Voilà notre vrai problème. Comme j'ai dit, le processus de conciliation nationale, et il a dit une chose, M. Laurent Gbagbo aurait donc opposé des conditions, mais si M. Laurent Gbagbo l'a fait, mais je ne crois pas qu'il l'aurait fait parce que c'est quelqu'un quand même de responsable. On ne pose pas de conditions pour aller à une réconciliation, cher ami. La réconciliation, on décide. Donc, chacun de nous de laisser tomber ce qui s'est passé, et c'est au cours du processus que chacun met sur la table ses préoccupations et puis on discute. Mais M. Agui et moi, on s'est brouillés, et je dis, avant d'aller rencontrer M. Agui, voilà les conditions que je lui pose. Mais il n'y a plus de réconciliation. Vous comprenez? Donc, il faut que vous sachiez ce que c'est que la réconciliation. Mais je ne crois même pas que M. Laurent Gbagbo aurait posé des conditions pour rencontrer M. Ouattara. Il a ses sources d'information qui ne sont pas nos sources. Nous avons tous appris, de façon, je vais dire dans la presse, que cette rencontre a été arrangée par Mme Nadi Bamba et Mme Ouattara. Donc, quand lui donne une autre information que c'est M. Pouton, je ne doute pas de ces informations, de ces sources, mais en tout cas, c'est pas notre source d'information et c'est pas ce que nous avons eu comme information. Et donc, la réconciliation, comme je le disais, il ne faut pas mélanger les choses. Vous savez, monsieur, vous avez posé la question donc de Boga Sako, mais je vous rappelle aussi qu'il y a une dame du FPI aujourd'hui qui est en prison pour avoir tenu des propos contre Mme Gbagbo. Est-ce que c'est une prisonnière politique? Non, il faut faire la différence nette entre les choses. Vous comprenez? Là, on ne peut pas, au nom d'un processus de conciliation nationale, faire tout et n'importe quoi dans le pays et mettre ça sous le couvert de la réconciliation. Et chaque fois que des gens se mettent donc en conflit avec la loi, on dit non, pour un processus de réconciliation nationale, il faut qu'on libère ou bien il faut qu'on fasse ceci ou cela. Vous parlez de M. Guillaume Soro. Mais en quoi le processus de réconciliation concerne l'affaire M. Guillaume Soro? M. Guillaume Soro, vous le savez, a une affaire qui est pendant devant la justice. La justice a rendu sa décision en première instance et je n'apprends rien aux juristes qui est sur le plateau que quand une affaire est pendant devant une juridiction, mais il faut aller jusqu'au bout du processus. Vous comprenez? Donc, la justice est quelqu'un et on nous dit que non, au nom de la réconciliation, il faut qu'on laisse tomber tout. Mais à ce moment donné, il faut casser toutes les prisons. Parce que ce n'est pas acceptable que des gens commettent donc des actes délictueux, mais au nom d'une certaine posture politique, de leur statut politique, on dise non, il faut les libérer, alors que quelqu'un qui va voler donc, des boutiques de manioc dans un champ pour aller nourrir ses enfants parce qu'il en a besoin, on le juge sans que quelqu'un s'en offuse. Mais il faut arrêter de toujours recourir à l'impunité lorsqu'il s'agit donc des hommes politiques. Et c'est ça qui détruit l'Afrique. Et je ne suis pas d'accord avec M. Bani qui dit que la libération donc, des prisonniers échappe aux compétences de M. Ouattara et que c'est la France. Très rapidement. Non, je finis rapidement, permettez. Il faut arrêter d'infantiliser l'Afrique. Vous comprenez? 10 secondes. M. Ouattara l'a dit, les décisions de la Côte d'Ivoire ne se prennent pas à Washington ni à Paris. Si des anciens chefs d'État ont eu à le faire, mais sachez que sous M. Ouattara, c'est un président responsable qui a un leadership international, donc qui échappe au contrôle d'un autre pays. La Côte d'Ivoire est souveraine et M. Ouattara prend ses décisions en toute souveraineté selon son pouvoir discrétionnaire. Ok, docteur Bani, justement, nous entamons donc la dernière ligne droite de cette émission. S'agissant justement de l'avenir de la réconciliation Côte d'Ivoire, en tant que président de parti politique, je vous demanderai d'abord quelle est votre contribution en tant que leader politique et ensuite, comment est-ce que vous entrevoyez les choses dans les mois à venir? Pourquoi pas, on le disait tout à l'heure, à partir du 6 août. Merci bien. Avant de répondre à cette question, je vais rapidement apporter la lumière sur certains points. Et ce que j'ai déclaré tout à l'heure n'est pas en contradiction avec ce qu'il dit ou bien ce qui est la vérité ce qui a permis la rencontre. Comme il a dit, c'est Mme Nadi Bamba avec la première dame qui ont communiqué. Mais nous savons que la première dame a accès à ses réseaux
pour rentrer en contact avec Mme Nadia. La première dame était au téléphone avec Mme Nadia. Et le président Gbagbo, il a entendu la communication. C'est ainsi qu'il aurait arraché le téléphone à Mme Nadia parce qu'il voulait quand même, comment on appelle, ne pas laisser la première dame s'arrêter là. Donc, il a parlé à la première dame. Il a arraché le téléphone à Mme Nadia, qui était au téléphone avec la première dame. Et il parlait avec la première dame et le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui entendait la voix de Gbagbo, lui aussi il a arraché le téléphone à sa femme. C'est ainsi qu'il est rentré en contact direct avec le président Gbagbo qui ne voulait pas une longue conversation. Ça s'est arrêté là et par la suite, le cardinal Koutouan a convoqué le président Gbagbo et c'est de là tout est parti, puisque vous vous souvenez, M. Gbagbo est parti le rencontrer à la cathédrale un samedi et c'est là, à partir de là, qu'ils se sont rencontrés la dernière fois le 17. Donc ce que j'ai dit, il n'y a pas de contradiction avec la réalité. Pour ce qui, vous avez posé une très bonne question avec l'arrivée de Maître Boga en Côte d'Ivoire, et qui est le président des droits des choses, qui a été arrêté parce qu'il aurait dit certaines choses dans les médias. Comme il a dit si bien dit tout à l'heure, si nous voulons aller à la réconciliation, on doit quand même tourner la page sur certaines choses. Le monsieur est absent, a été absent du pays pendant 10 ans, il vient, on l'assigne déjà en justice. Mais souvenez-vous, quand le président Ouattara a déclaré « je brûlerai ce pays », est-ce qu'on l'a arrêté? Quand M. Ouattara a déclaré publiquement « je brûlerai ce pays, je ferai brûler ce pays, je ferai tomber ce pays », on ne l'a jamais arrêté. Mais aujourd'hui, il suffit que quelqu'un critique M. Ouattara sur les réseaux sociaux et tu descends à Abidjan, on t'arrête. C'est pour ça que j'ai dit là de l'hypocrisie dans cette affaire. Si nous voulons véritablement aller à la réconciliation, posons des bases sincères. Arrêtons d'arrêter des gens pour leurs opinions politiques. Parce que il n'y a rien qui l'incrimine ici pour qu'il a commis un crime, que ce n'est pas à cause de son opinion. Donc, vous qui êtes les représentants, bien les partisans de ces leaders politiques, il est temps aussi qu'en tant qu'Ivoiriens, vous preniez vos responsabilités pour dire au chef de l'État, président de votre parti, non, c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça, non, c'est comme ci, non, c'est comme ça. Parce que vous et moi, aujourd'hui, on va familiariser. Si je vois qu'en tant que représentant de votre parti, vous êtes capable de dire à votre parti ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais si c'est pour dire oui, oui à tout ce que votre parti fait, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas aller à la réconciliation. Non, il a soulevé beaucoup de points. Permettez-moi de rebondir dessus. Maintenant, ce que 30 secondes, ok. Ce que je pense de l'avenir de la réconciliation mais comme solution, c'est ce qui a déjà commencé. C'est ce qui a déjà commencé. Si le président Ouattara fait ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, et je le maintiens pour qu'on me démontre le contraire, que M. Ouattara a besoin de contacter la France pour libérer les prisonniers politiques. Qu'il le fasse. Si c'est ce qu'il doit faire bien, s'il doit monter voir le bon Dieu pour le faire, qu'il le fasse. Ce sera le début de la réconciliation. Merci. Très bien. Alors, Kokora, ici, je sens que vous bouillez d'envie de répondre aux propos du docteur Bani, mais bon, je pense qu'on va faire comme ça. On est vraiment à quasiment votre dernière prise de parole avant de vous donner l'occasion chacun de conclure avec son dernier mot. On va vous donner peut-être un peu plus de temps que les 3 minutes requises par personne, 4 minutes. Alors, d'abord, je sais que vous avez envie de répondre et ensuite, est-ce que vous pensez qu'à partir du 6 août prochain, il y aura un déclic en Côte d'Ivoire lors du discours à la nation du chef de l'État, Alassane Ouattara? Je crois qu'il ne faut pas sortir du fétichisme des dates. C'est un processus qui a enclenché depuis 2011. Et comme je le disais, des pas ont été posés à des moments donnés en fonction donc de la situation. Le président peut prendre des actes pour aller donc à beaucoup plus de décrispation. Et donc, c'est pas isolé. Il n'y a aucune date donc qui soit arrêtée. Le président Ouattara l'a dit. Il a dit on va se rencontrer après le mois d'août. Donc, soyons patients. Seulement, il faut toujours continuer dans le sens de dialogue entre les deux hommes pour que les quelques poches de résistance donc qui sont encore là puissent donc tomber. Et donc, il faut pas être frileux. Déjà, la Côte d'Ivoire est en paix. Les Ivoiriens sont réconciliés. Seulement, il faut que les acteurs politiques, comme le pas qui a été posé hier, puissent continuer parce que ce sont les acteurs politiques qui ont des problèmes entre eux. Sinon, les Ivoiriens n'ont pas de problème entre eux. M. Bani et moi n'avons pas de problème s'il le rencontre à Washington. Je ne pense pas que M. Bani va refuser de me recevoir chez lui pour me donner de l'eau à boire. Parce que c'est un frère ivoirien et c'est pareil pour tout le monde.
créé. Donc, la réconciliation est déjà là, seulement il y a quelques résistances, il y a quelques problèmes qu'il faut régler. Mais ce que je dois dire à M. Bani, c'est qu'il dit beaucoup de choses en allant dans les détails, comme s'il était là entre M. Gbagbo. Peut-être qu'il avait le don d'ubiquité, je ne sais pas. Des gens ne se comporteraient comme des gamins, arracher le téléphone de sa part pour parler. Pour moi, bon, peut-être c'est un peu de la plaisanterie. Et il faut aller aux choses beaucoup plus sérieuses. Mais c'est des détails. Dans tous les cas, ce qui est important, M. Agui, c'est que les deux hommes se soient rencontrés. C'est le plus important. Si c'est X ou Y qui l'a facilité, nous lui disons merci. C'est l'essentiel pour que les deux hommes se rencontrent. Le reste, c'est des détails. Et une chose que vous dites, vous parlez de docteur Bouba. Vous êtes juriste. Vous n'êtes même pas le dossier en instruction. Il a été convoqué par le juge. Mais c'est l'état des droits. Dans un état de droit, lorsque la justice vous reproche des choses, mais on vous convoque, on vous entend, vous vous expliquez, et puis la procédure suit son cours. C'est ça la définition de l'état des droits. Et selon ce qu'on a appris dans la presse, c'est que c'est par rapport donc à la situation donc de crise créée par l'opposition avant les élections, donc qui a amené la justice à l'interpeller. Et tout à l'heure, vous avez souligné quelque chose. Et la question que je voudrais poser au frère Bani, est-ce que ceux qui ont coupé la tête de Toussaint Kofi Adaoukro et qui ont été arrêtés, vous voulez qu'on les libère au nom de la réconciliation? C'est ce que vous voulez? Mais si vous êtes d'accord, je sais que vous allez dire non. Mais si vous êtes d'accord qu'on ne les libère pas, parce qu'ils ont commis un acte vraiment atroce, mais pourquoi voulez-vous qu'on n'inquiète pas ceux qui auront tenu des propos, qui ont conduit des gens à poser de tels actes? Pourquoi toujours des hommes politiques vont lancer des mots d'ordre, donc que des gens vont les exécuter sur le terrain, ces gens qui les exécutent, qui sont pris en flagrant délit, ils sont arrêtés, mais ceux qui ont tenu des propos ou qui ont donné des ordres, même s'ils ne sont pas au même niveau de responsabilité, mais ils ont un niveau de responsabilité. Vous comprenez? Donc il faut qu'on comprenne comment fonctionne la justice. Vous comprenez? Il a été interpellé, c'est le droit de la justice, il a le droit de se défendre, et donc il faut suivre le cours des choses. Il ne faudrait pas tout de suite faire un procès d'intention pour dire non, c'est parce que il a donné une opinion, il a donné son avis, une opinion, et puis voilà, aujourd'hui il est arrêté. Non, il faut arrêter. Donc, on fait 10 secondes. 10 secondes. Et je lui ai donné un exemple. Il dit que il y a 10 ans qu'il n'est pas là, il arrive, on l'arrête. Mais je lui ai donné l'exemple de cette dame au niveau des ports, donc qui a été arrêtée à l'aéroport alors qu'elle se rendait à Paris, parce que quelqu'un avait porté plainte contre lui, mais contre elle du moins. Mais est-ce que on devrait laisser tomber cette affaire au nom de la réconciliation? À un moment donné, il faut qu'on sorte du fétichisme, donc de la réconciliation qui prend en compte tous les actes que les individus posent dans un pays. Il faut savoir où commence la réconciliation, quels sont les faits qui sont pris en compte par le processus de réconciliation nationale, pour ne pas confondre ce processus avec tous les faits qui sont posés des braqueurs, des voleurs, quand on les arrête parce que soit ils sont proches des absolument. Réconciliation nationale, donc il faut les libérer. Je pense qu'il faut sortir de cette Justement. Très bien, Kokora Ezi. Je pense qu'on est vraiment arrivé au terme de notre entretien, en fait, de notre débat. Je vais permettre à chacun donc de dire en 30 secondes un dernier mot, justement un message. Pourquoi pas, on appuie à tout ce qui a été dit. L'objectif de ce plateau étant donc de décrypter la rencontre d'hier dans le sens de la réconciliation. Non, mais en fait, nous sommes au terme de l'émission. L'émission, c'est le temps d'antenne. Donc, on va permettre à chacun en 30 secondes de dire quelque chose. Je pense qu'on s'est compris, hein, chacun souhaite à sa manière le retour donc de la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation. On n'a pas la même lecture, mais bon, on y va. On commence par vous, docteur Bani, votre mot de fait en 30 secondes. Merci bien. Je suis d'accord avec M. Kokora sur un point. Nous sommes des frères ivoiriens. Nous ne devons pas nous haïr. On veut la réconciliation. Là où on n'est pas d'accord, c'est la manière d'approcher cette réconciliation. Parce que pour réconcilier, pour véritablement se réconcilier, c'est comme pour faire de l'omelette, il faut casser les œufs. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, mais je souhaite, si possible, que Ivoire TV organise une autre émission où on viendra avec la liste des prisonniers politiques. Cette liste qui a été à mettre puis publiée dans les journaux, cela n'est pas un secret, pour que le bien soit fait sur ce sujet, parce que c'est très important. Il n'est pas question que des gens soient détenus en prison depuis plus de 10 ans. Le président Gbagbo l'a dit, donc il ment alors.
il a demandé de libérer les prisonniers politiques. On va pas dire que le président Gbagbo, il ment. Donc, et si vous me permettez... Vous avez épuisé votre temps d'antenne, justement. Oui, mais comme c'est la fin... Vous avez épuisé votre temps d'intervention. Ok, 5 secondes vraiment. Comme c'est la fin. Bon, allez-y. Allez-y. Très bien. Alors, Kokora Izi. Oui, parce que nous allons vers la réconciliation. Et comme je l'ai dit en introduction, le président Gbagbo, les militants du FPI, tout le monde doit contribuer à ce que cela se réalise. Donc, c'est un sujet très important. Je souhaite que nous ayons une autre opportunité de revenir sur ce sujet. Je ne vais pas prendre davantage de temps. Merci, docteur Bani. Kokora Izi, 30 secondes, vraiment 30 secondes. On va faire l'effort de rester dans la fourchette de temps. Ok, à mon tour, je voudrais vous dire merci au frère Bani, lui dire aussi merci pour avoir reconnu qu'il n'a pas la liste donc, des prisonniers politiques dont il parle depuis. Moi, je suis surpris que pour un leader de parti politique, depuis 10 ans, il lutte pour des prisonniers politiques, mais il n'a même pas le nom d'un seul prisonnier politique. Bon. Et il a demandé une autre mission. Je souhaite qu'à la prochaine émission, il puisse avoir au moins des noms, qu'on puisse être factuel, parce qu'il faut résoudre les problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc, si on a des noms, au moins, on peut intervenir, peut-être selon nos relations. Tu me dis de donner la liste. On me dit qu'on n'a pas assez d'État. Allez-y. J'avais dit de nous donner au moins, c'est pas la liste exhaustive, mais au moins tel ou tel est encore en prison. Depuis 2011. Le président Gbagbo, il manque 10 secondes. Vous avez vraiment 10 secondes. Attendez, le président, je n'ai pas dit que le président l'aura. Non, écoutez, j'ai dit, nous sommes passés, je suis en face de M. Laurent Gbagbo, je lui poserai la question de nous donner des noms. Mais comme je suis en face de vous et que vous, qui reprenez les... Je pense que M. Laurent Gbagbo sort de prison il n'y a pas longtemps. Vous qui êtes sur le terrain et qui vous battez depuis 10 ans pour ces prisonniers politiques, mais au moins, en tant que juriste et avocat, vous devez avoir quelques noms, sans avoir la liste exhaustive, c'est ce qu'on demande. Mais dans tous les cas de figure, ce que nous, il faut saluer la rencontre entre les deux hommes, la réconciliation est sur les rails. Les Ivoiriens, comme il a dit, n'ont aucun problème entre eux. C'est ce qu'il faut retenir. Il y a la paix dans le pays, il y a la sécurité dans le pays. Nous devons continuer de renforcer nos acquis donc, au niveau de la réconciliation pour que la Côte d'Ivoire demeure en paix et que nous puissions apporter des solutions concrètes aux problèmes des Ivoiriens. Parce que c'est ça le plus important. La plupart du temps, les politiciens prennent en otage les vrais problèmes des Ivoiriens et nous mettent sur la table leurs préoccupations personnelles ou bien leurs intérêts politiques. Il faut sortir de là pour penser aux Ivoiriens, aux Très bien. Merci donc à vous deux d'avoir pris part à ce débat sur le décryptage de la rencontre d'hier entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, présentée comme une rencontre historique à juste titre, puisque c'était la première rencontre entre les deux hommes depuis 10 ans, donc depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011 qui a conduit donc à la mort de plus de 3000 personnes. Alors, on va se dire au revoir. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le docteur Bani David, président du Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire PPCI, et Kokora Izi, représentant porte-parole de la délégation RHDP aux États-Unis. On va se dire au revoir, tous deux. Vous résidez donc au pays de Longsam. On va se dire au revoir et donc à très bientôt. Pourquoi pas pour d'autres plateaux sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à vous. Bye bye. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.